Bonsoir à tous, bienvenue pour ce 5e rendez-vous de filière, donc initié dans le cadre de l'action que nous menons en partenariat avec Paris Good Fashion de façon à promouvoir les filières de laine françaises, puisque vous savez sans doute que une grande partie de cette matière première n'est pas du tout valorisée sur notre territoire, malgré de fortes quantités. Donc, dans ce cadre-là, nous avons, avec le partenariat de l'Institut français de la mode, développé ce cycle de conférences qui permettent d'accueillir des spécialistes qui sont à tout niveau de cette filière. Et donc, ce soir, je remercie Laurent Brunas de la manufacture Regain et Xavier Brizou, designer indépendant, qui nous font l'amitié d'être là avec nous pour parler de la maille. Xavier, bonsoir. Merci. Merci à toi d'être là avec nous. Voilà, Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? La maille, c'est vraiment ta passion. Oui. Tu es designer, tu es passé par la conception de vêtements entiers, tu travailles également en appui avec d'autres marques et tu passes ton temps dans les ateliers et tu transmets en plus puisque tu enseignes également cette technique. Qu'est-ce qui est passionnant pour toi ? Qu'est-ce qui te plaît dans cette technique de la maille ? Raconte-nous. La maille, c'est l'infinité de possibilités, en fait, puisque là où dans du chaîne et trame, on est parfois contraint de couper pour créer du volume, la magie de la maille, c'est qu'on peut créer le volume au moment du tricotage. Alors, ça demande d'en connaître les tenants et les aboutissants, mais c'est vrai que la mise en forme de la maille, c'est passionnant. De voir la pièce qui se tricote sous nos yeux. Voilà, on imagine toujours la maille comme quelque chose d'extrêmement plat. On pense aux pulls pliés dans les magasins, mais évidemment, on peut jouer beaucoup de différents liages, différents points. Et puis, comme l'image que vous avez là projetée, en fait, au moment du tricotage, tout est possible. Alors, ça nécessite de connaître la technicité, mais moi, je suis un passionné de recherche et je passe tout simplement dans ma phase de recherche, j'ai un métier à tricoter rectiligne manuel, mais pour moi il est vraiment essentiel de pouvoir expérimenter pour vraiment étendre les champs de création. Et la difficulté ensuite, c'est évidemment de transmettre ça à un niveau industriel. Alors, ce que je tiens à dire sur la technique de la maille, c'est que j'ai eu la chance de collaborer avec certaines marques et certains salons. Ma position, c'était toujours d'être là en renfort. Notamment, j'ai travaillé pour Anne Valérie H pendant quelques années, et Anne Valérie H est une très, très grande créatrice de flou et de tailleurs, mais elle ne faisait pas de maille quand je suis arrivé. Donc j'étais là en support et pour lui expliquer quelles étaient les possibilités et les difficultés d'une production en maille de façon industrielle. Donc ça me demandait de lui transmettre un maximum d'informations, et on travaillait très souvent par pré-prototypage, donc où moi, je réalisais un vêtement pour qu'elle puisse visualiser, et après ça, on partait, ou je partais dans les ateliers pour retranscrire la création qui était de la création pure, pour industrialiser ça. Alors, dans une première phase de prototype, évidemment, et je me souviens d'une saison où j'avais décidé de tout tricoter en biais. Donc, ce qui est très facile à la machine manuelle, mais très compliqué sur un métier industriel, et ça, j'en avais bien conscience. Donc, j'avais programmé 2 jours de voyage chez un tricoteur à Roanne,
un tricoteur avec qui je travaille régulièrement depuis et avec qui on a développé une affinité particulière et à qui je peux quasiment tout demander maintenant. À l'époque, quand il me voyait arriver, il levait les bras au ciel en me disant qu'est-ce qu'il m'a inventé cette fois-ci. Donc voilà, en 2 jours, j'ai réalisé un col, mais en biais. Et j'étais très fier de mon col parce que ce col, il était réalisé de façon industrielle et on avait réussi avec les contraintes du fil, donc c'était une laine, avec les contraintes du fil, de tirage, de serrage, on a réussi à sortir ça. Et je suis rentré et Anne-Valérie, impatiente, m'a demandé qu'est-ce que tu me ramènes? Et je lui ai dit, je te ramène un col. Alors, bon, au niveau de l'efficacité, c'est pas génial, j'avoue. 2 jours pour faire un col, elle n'a pas été tellement appréciée, mais bon, voilà. Après, ça s'est déroulé très facilement. En fait, la difficulté de la maille, c'est de mettre au point la technique. Une fois que la technique est mise au point, ben, ça roule. Les prototypes, on en a reçu 2 ou 3 par semaine ensuite. Donc, très rapidement, on s'est tous rassurés du process, mais il y a eu un temps de mise au point, mais parce que voilà, il ne s'agit pas juste de couper dans un tissu, il faut que ça tombe de la machine, évidemment selon la jauge, selon le point. Bon là c'était extrêmement compliqué sans être trop technique de partir en biais, puisqu'il y a des histoires de tirage, on commence à tricoter dans le vide et donc il faut qu'il y ait du tirage. Et donc la difficulté a été de trouver la retranscription industrielle de ça. Ça m'amène à parler justement de la relation qu'on peut avoir avec des ateliers et j'ai eu l'occasion de travailler avec Laurent et c'était passionnant parce que vous aviez une technique différente de celle à laquelle j'étais habitué puisque vous travailliez à l'époque essentiellement le coupé cousu et donc ça voilà, il y avait des technicités très différentes et c'est toujours passionnant d'être dans un atelier parce que c'est là où tout se fait, c'est là où on voit quels sont les nœuds, je vais dire, puisqu'on parle de maille, les nœuds de mise au point. Et puis surtout, même si on arrive à le faire une fois, c'est pas l'idée de réussir une fois, c'est l'idée de pouvoir l'industrialiser. Donc il y a vraiment une relation à établir entre la création et le programmeur, et c'est un langage commun à trouver. Et je trouve que faire la barrière entre la création et la technique, pour moi, c'est un peu difficile, parce que le créateur doit être technicien, particulièrement dans la maille encore plus, je trouve, et le technicien doit être un peu sensible à la créativité. Et c'est ça qui est vraiment passionnant. Et quand on trouve les programmeurs qui vont bien, c'est fantastique parce qu'on rebondit aussi bien techniquement, créativement. Et ça, c'est passionnant et j'adore ça. D'accord. Tout à l'heure, vous avez évoqué rapidement différents types de mailles. Est-ce qu'on peut, pour nos auditeurs, replacer les différentes catégories? Ce soir, on va parler principalement de tricotage rectiligne. Mais quelles sont les différentes catégories de tricotage rectiligne? Alors bon, si on parle de typologie de mailles, je vais vous inviter à réfléchir à votre garde-robe. Vous portez beaucoup de mailles, mais différentes sortes de mailles. Vous portez des t-shirts, vous portez des sous-vêtements, vous portez des collants ou des bas, des chaussettes, des pulls, des écharpes. Tout ça sont des mailles différentes. On a évidemment la maille circulaire, donc qui va fabriquer soit du métrage de tissu, qu'on va couper et coudre ensuite pour faire du t-shirt par exemple. On a des mailles circulaires beaucoup plus spécifiques, des métiers qui font de la chaussette ou des bas, sachant qu'on ne fait pas, quand on parle de mailles circulaires chaussant, oui, on ne fait pas des chaussettes sur un métier à collant, et ça pour certains interlocuteurs c'est pas évident, puisque à partir du moment où ça tricote en rond, on peut faire du bas ou on peut faire toutes sortes de chaussons. Donc il faut bien être sûr de la typologie de produits que l'on veut mettre au point. Évidemment, la maille rectiligne avec les dernières innovations. Je suis allé à l'ITMA à Barcelone au mois de juin, et c'est toujours passionnant. Alors c'est très technique, ce sont les métiers, c'est les métiers industriels, l'ITMA. Donc
parfois, on me dit, mais pourquoi tu vas à l'ITMA, t'es styliste, t'as pas... Mais si, on a besoin de savoir quels sont les derniers métiers, les dernières technologies pour pouvoir envisager ce qui est nouveau dans la création, se challenger nous et ensuite challenger ces nouveaux métiers. Puisque pour que l'innovation continue, à partir de l'innovation, nous, on doit être encore plus exigeants et se dire, oui, mais alors là, avec ce métier-là, comment je peux pousser la machine? Puis on se rend compte qu'à un moment donné, la machine, elle a une limitation, et donc ça force les constructeurs à réfléchir à nouveau. Alors je voudrais, si on parle juste de machine, je voudrais juste évoquer une machine qui a le vent en poupe en ce moment, qui sont les métiers rectilignes qu'on appelle intégrales, donc qui font du pull sans couture. On a un peu tendance à appeler ça la maille 3D. Alors c'est parce que les imprimantes 3D ont été très à la mode récemment, donc on parle de maille 3D. Il faut savoir que c'est une technologie qui a presque 25 ans. Donc c'est amusant de voir que cette technologie, elle existe depuis longtemps et qu'elle a mis du temps à rentrer dans les chaînes industrielles. Et bon, alors pour diverses raisons, mais c'est intéressant que ce soit très, très à la mode en ce moment. Merci. Par rapport à la laine en particulier, alors on voit que vous faites des choses qui sont extrêmement sculpturales, oui. Et qui demandent donc une maîtrise de la technique ou des machines très particulières, j'imagine. Oui. On vous félicite d'ailleurs au passage pour votre sélection au prochain festival d'hier. Merci. Oui, c'est ça. Très bien, bravo. Merci. Et donc on va voir beaucoup de mailles et on va entendre parler de beaucoup de mailles alors dans les prochains mois. Mais du point de vue de la laine, est-ce que c'est comment? Enfin là, je crois que ces éléments sont en laine. Qu'est-ce qui Non, alors désolé, pas là. Il y en a une autre effectivement très sculpturale que j'ai fait pour Made in Town, qui est effectivement en laine française. La technique que vous voyez là est une technique très complexe de plissé en fait et de fléchage sans être technique. Le fléchage, c'est la mise en attente d'une partie du tricot pendant que le reste est tricoté. Et qui permet donc la construction de volumes. Et c'est moi ce qui me passionne, c'est ce que vous voyez là. Il y a alors il y a de la couture, mais il n'y a que 2 pièces. Ce qui m'intéresse, c'est de construire les vêtements en un minimum de pièces possible, donc en évitant d'avoir différents morceaux. Ça demande beaucoup de temps. Cette technique exerce un fort tirage sur la maille. Donc effectivement, pour la laine, il faut que je trouve une laine qui soit suffisamment costaud. Et donc celle que j'ai travaillée de Filature du Parc était justement parfaite parce qu'elle avait cette main qui permettait, elle avait d'abord ce câblage qui permettait de supporter tout ce poids. Il faut savoir que là, il y a, là c'est une pièce de coton, il y a presque 4 kg de fil. Donc c'est énorme. 4 kilos, Laurent, je crois que c'est rare quand vous tricotez un pull qui fait 4 kilos. Même impossible. La fourchette qu'on donne sur un pull de laine, et Stéphane, vous m'arrêterez si je me trompe, c'est environ 300 grammes pour un pull femme et 400 pour un pull homme. Donc voilà, donc c'est multiplié par 10 sur une pièce comme celle. Voilà. Mais donc je cherchais justement un moyen d'intégrer à mon travail la laine. Et puis quand j'ai découvert le travail que vous faites et ce projet de laine française, et puis la Filature du Parc qui fait un travail formidable et qui ne date pas d'aujourd'hui, je tiens à le signaler, c'est des gens qui travaillent sur la laine recyclée depuis longtemps. Ils étaient visionnaires puisque ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent sur le sujet. Et à l'époque, tout le monde les pensait fous, et maintenant, ils ont un carnet de commandes qu'ils ont du mal à gérer. Donc, et puis, j'ai vu des choses fantasy qui commençaient à arriver. Donc, je pense que d'encourager, c'est un cercle vertueux, je pense. Et ce qui me choque et ce qui m'a choqué la dernière fois quand je suis venu à un des rendez-vous filières, c'est d'apprendre le nombre de kilomètres que doit faire la laine française pour être juste lavée. Alors je ne l'ai plus en tête, mais c'est des chiffres qui ne font pas sens. Donc je pense qu'il y a un vrai savoir-faire à ramener en France. On a parlé de filature cardée, il n'y a plus de filature
peignée en France. La filature peignée, ça offre une main plus douce, plus luxueuse, je vais dire, même si c'est un peu cliché. Et donc, on a besoin de ramener ces savoir-faire là en France, parce que ça ne fait pas sens de faire venir de la laine de l'autre bout du monde quand on l'a ici et qu'elle, comme vous le disiez, elle n'est pas valorisée. Et ça, je trouve ça très très dommage. Donc pour la maille, si je comprends bien, on part directement évidemment du fil et on arrive à la pièce finie mise en volume. Oui. La notion de main est encore plus importante peut-être que dans certains chaînes et trames où on peut, pour un caban, imaginer des choses qui n'ont pas forcément une main aussi douce qu'un pull duquel on va attendre un plus grand confort sans doute. Donc c'est vrai que la filature peignée dans ce domaine-là peut être une bonne piste d'amélioration et de valorisation pour les laines locales. Mais il y a aussi toute la notion liée à l'ennoblissement. Donc au-delà de l'innovation au travers des machines, il y a aussi cette notion d'ennoblissement, en particulier peut-être pour la laine, mais je ne sais pas, est-ce que l'ennoblissement est appliqué à de nombreuses matières premières ? Là, j'avoue que je ne suis pas assez expert sur le sujet, mais peut-être Laurent, vous pourrez peut-être que nous en Laurent parler. aura plus, puisque vous avez des nécessités spécifiques dans votre corps de métier. Mais oui, bien sûr, évidemment, il y a tout ce qui est ennoblissement du fil. Bien, alors justement, Laurent, est-ce que vous pouvez nous rejoindre ? Merci beaucoup, Xavier. Bonsoir. Donc vous, Laurent, Manufacture Regain, vous êtes installé dans le Tarn, à La Bruyère, qui est justement un des berceaux de la laine cardée et d'une industrie textile qui s'est d'abord reposée principalement sur la laine. C'est plus forcément votre spécificité aujourd'hui. Vous nous avez apporté pas mal d'échantillons et on va voir que, j'imagine, il y a beaucoup de techniques très différentes, de matières, d'usage de matériaux différents. On a parlé un petit peu de recyclage et plus récemment, vous avez fait pas mal de développement en laine, justement. Racontez-nous un petit peu déjà l'histoire de la Manufacture Regain. Alors, la Manufacture Regain, c'est une entreprise familiale qui a été créée par mes parents en 1973. Donc moi, je suis la deuxième génération. Cœur de métier, tricotage, confection de pull vert. La cible, on travaille essentiellement pour des marchés publics. On travaille beaucoup pour les pompiers, les armées, les régies électriques, tout ce qui est corps constitué. On fait beaucoup de pulls de travail également. Et depuis 3-4 ans, on travaille avec la mode également. Voilà. Donc, on part sur une base fil. Donc, on a des métiers à tricoter rectilignes. Et ensuite, on fait de la confection en coupé cousu. Voilà. Notre cœur de métier, il est là. Quels sont les axes sur lesquels vous appuyez aujourd'hui pour continuer d'inventer ce métier de plusieurs générations ? Alors le métier Edune a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on a principalement 3 axes. Le premier, c'est continuer dans notre cœur de métier. J'ai un exemple qui est là, vous pourrez le regarder. C'est un pull qui a une particularité, vous l'avez là. Quand on voit, là en l'occurrence c'est un gilet avec un zip, mais c'est devenu un EPI. Un EPI, vous savez ce que c'est ? C'est un équipement de protection individuelle, catégorie 3. Donc 3, c'est risque mortel. La particularité, c'est qu'on tricote avec un fil, c'est un mélange intime, donc du Nomex. Le Nomex, c'est une aramide de chez Dupont, qui est mélangée avec de la laine, avec un peu d'antistatique. Et ce pull-là va passer 4 normes, va passer 4 secondes à 1000 degrés sans bouger, passer des normes feu, chaleur, antistatique et arc électrique. Donc il y a une grosse évolution on s'oriente de plus en plus sur des produits techniques à forte valeur ajoutée. Donc les cibles, ça va être EDF, ça va être RTE, ça va être Air Liquide, des régies électriques, tous des gens qui sont confrontés à des risques dans le travail.
Parallèlement à ça, on continue forcément sur tout ce qui est pull pour les armées. Alors, la particularité chez nous aussi, c'est qu'on met l'accent sur ce petit label. Je ne sais pas si vous connaissez, Origine France Garantie. Est-ce que vous connaissez la différence entre le Made in France et l'OFG? Est-ce que ça vous parle? Alors, Made in France, c'est du déclaratif. Donc, il suffit de... Certains le font. Il y a des loulous qui s'amusent à recevoir des articles un peu partout dans le monde, de rajouter juste une broderie et après de mettre une étiquette Made in France. Donc, mentir au consommateur final. Le label Origine France Garantie, première chose, c'est le seul label qui est reconnu par Bercy, par le ministère du Budget. Et la particularité, c'est que c'est un label, c'est une certification. C'est-à-dire que chaque année, on a Bureau Veritas qui viennent nous contrôler sur site. Donc là, ils ont accès à notre comptabilité. Ils regardent nos factures d'achat, de fil. Et il faut justifier qu'en l'occurrence, pour cet article, que le tricotage et la confection, c'est bien fait chez nous, dans nos murs. Et donc, pour être labellisé Origine France Garantie, il faut justifier minimum 50% de valeur ajoutée sur le sol français. Voilà. Et ça, pour un fabricant français, c'est un vrai atout. Au moins, ça permet de... on ne le dit pas, on le prouve. Mais au moins, c'est plus simple pour tout le monde. Donc, premier point, les produits techniques. Et deuxième point, donc, c'est les fils recyclés. Alors là, la filature du parc a fait un gros travail de fond depuis 3, 4, 5 ans en communication. Et au final, ce sont des entreprises, des marques, exemple le Sleeve français, 1083 et d'autres marques, la Maison de la Maille, qui est là aussi, qui viennent nous voir en nous demandant de leur fabriquer leurs produits, sachant que ces gens-là, leur ADN, c'est fabrication française. Donc on doit leur faire des protos, et pendant qu'il y a la fabrication, ils viennent nous voir, ils filment pour communiquer sur les réseaux sociaux, et on voit directement leur production filmée, des fois en direct live. Voilà. Troisième point, alors là, je n'ai pas les produits là, on est en recherche et développement sur le fameux tricotage intégral, le wool garment. Et donc là, l'idée, c'est de faire du sous-vêtement technique, toujours pareil, des produits qui passent plusieurs normes, qui s'adresseront demain, j'espère, à des pompiers, à la police, aux forces spéciales, des voies très spécifiques. Donc, au final, je suis en train de dire que le textile est en train d'évoluer dans le bon sens, à condition d'y mettre de la valeur de plus en plus, de la valeur sur le produit, et axé sur des cibles bien spécifiques. Et on s'aperçoit au niveau de ces pulls, les utilisateurs, jusqu'à présent, sont en train de bannir de plus en plus les vestes. Jusqu'à présent, ils portent des vestes techniques, des vestes en chaîne et trame. Aujourd'hui, ils recherchent de la maille, parce qu'on est plus confortable en maille, mais de la maille technique. Voilà, les grandes lignes. Donc après, Regain aujourd'hui, c'est 33 personnes. Si vous connaissez parmi vous je peux passer une petite annonce, des personnes avec des compétences en couture et des personnes en compétences ou qui ont envie de travailler sur des métiers rectilignes, aujourd'hui nous sommes en recherche active. Voilà, on a besoin de renforcer les équipes et voilà. Est-ce que vous connaissez les chiffres? En 1973, il y avait 1,2 million de personnes dans l'industrie textile. Et il y a 3 ans, on est descendu à 58 000. Et aujourd'hui, on est à 61 000 et quelques. Le problème, c'est que les compétences et les savoir-faire sont partis. Donc, on fait beaucoup de formations en interne. Mais le plus dur, c'est de séduire des gens pour venir travailler en industrie, quoi. Voilà, le problème, il est là. Mais c'est un mal récurrent dans beaucoup de secteurs d'activité. Hein, voilà. Et, un autre point aussi au niveau technique, il y a une évolution au niveau du matériel. Un exemple, il existe une machine qui est capable de sortir quelque chose comme ça directement. Tombé métier, c'est qu'il y a un fil de trame à l'intérieur et qui permet d'offrir du relief. Voilà. On peut faire toutes sortes de choses. Et donc cette machine, on l'a reçue pas plus tard qu'avant-hier, donc elle est toute neuve, elle brille. Voilà. Et donc, alors forcément, quand je montre ça dans les maisons de mode à des stylistes,
ça part dans tous les sens, il y a des idées. Et donc je pense que c'est intéressant parce que ça va permettre de revisiter des pulls, des gilets, plein de choses. Voilà. Tout à l'heure, on évoquait la question également des après. Vous investissez beaucoup dans des machines qui permettent de manière technologique d'être plus performants et d'apporter une plus-value à vos produits. L'aspect du fait main, on a parlé notamment du remaillage, qui est une technique particulière. Vous pouvez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît ? Alors, premier point, l'après. Jusqu'à présent, on tricotait essentiellement des articles en laine peignée, donc mélangé avec de l'acrylique fixé. Donc tombé métier, il y avait juste une opération de vaporisation. Et suite à ça, on passait en montage. Depuis qu'on utilise les fils de la filature du parc, vous verrez la différence entre les deux panneaux, le bleu et le gris. Le bleu, c'est un panneau qui est tombé métier. Donc il est... c'est un panneau qui accroche. Vous mettez ça après un hammam, ça vous fait un gommage gratuit. Par contre, celui-ci, automatiquement, c'est juste une opération, c'est un lavage-séchage avec des produits qui, au passage, des produits Cotex et qui passent toutes les normes REACH. Donc, on ressort de notre machine, ça crache propre, et ça, c'est important. On a la chance d'être une industrie, chez nous, on utilise déjà des filtins, donc on n'a pas de problème de pollution. Et au niveau des finitions, effectivement, de plus en plus, on nous demande d'intégrer le remaillage, donc chose qu'on avait supprimée il y a 20-30 ans en arrière, parce que l'opération de remaillage coûte excessivement cher. Et on a commencé à remailler avec la Maison de la Maille sur les plaids. Il y avait une volonté de remailler les finitions, et en plus, ça a été un parti pris à la Maison de la Maille de faire le remaillage d'un autre coloris. Tac. Donc et c'est un peu, on va pas dévoiler, c'est la marque de fabrique un petit peu. Hein. Et là, on commence, le sleeve français nous demande de remailler certains pulls. Donc j'ai réinvesti sur l'outil, j'ai racheté des remailleuses, et par chance et bonheur, il me reste encore deux salariés qui ont des compétences et qui sont en train de transférer les compétences à 3 jeunes dans l'entreprise. Voilà. C'est un travail de minutie et la formation va durer à peu près entre 1 an et demi, 2 ans. Hein, voilà. Mais oui, il y a 3 ans en arrière, j'aurais jamais pensé racheter de remailleuse, jamais. Parce que c'était quelque chose qui était parti, c'est quelque chose qui coûte cher, mais aujourd'hui, pour une fabrication française, on nous redemande de faire du remaillage. Voilà. Alors pour l'instant, on fait du remaillage colle, on ne remaille pas un produit en entier. Voilà. On essaie de répondre et de s'adapter de plus en plus au marché. Et donc après, il y a l'histoire tricolore. Donc on a suivi, on a été dans l'élan de Pascal. Et lorsqu'on a commencé à recevoir les premiers panneaux, pareil, là aussi, il y a un gros travail d'anoblissement. Et ça, c'est un pull, le Ludo du SI français. C'est un pull qui a beaucoup marché. Et aujourd'hui, il y a cette gamme a tellement marché qu'ils sont en train de faire plusieurs coloris. Là. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé de Origine France Garantie. Là, on est à 100% parce que le fil, il est français. La laine, à la base, c'est français. Donc là, c'est du pur cocorico. Là, Est-ce que ça demande des compétences particulières, un peu comme le remaillage? Est-ce qu'il y a des compétences qui ont eu tendance à se perdre sur l'anoblissement? Non, c'est surtout un travail de fond mis au point au niveau de l'anoblissement. Et là, pour le coup, moi, je pars du principe que chacun son métier. Donc, les gens qui nous vendent les produits lessiviels viennent nous faire les formules. Et donc, après, voilà, ils s'en occupent. On a un rendu final, on sait ce qu'on veut. Et à eux de se débrouiller, de mettre au point le rendu. Non, mais après, non. Le process de fabrication,
c'est du coupé cousu, donc non, rien de spécial. On reproche souvent à la laine de gratter, de ne pas être agréable directement sur la peau ou au col. Est-ce qu'il y a des marges d'amélioration au travers de ces ennoblissements? Est-ce qu'il y a de la recherche qui est faite dans ce sens-là, ou est-ce qu'on connaît déjà tout et il faut juste bien l'appliquer? On ne connaît jamais tout. On est toujours en phase d'amélioration continue. Mais ce qui est intéressant, c'est d'écouter le client final. Et le client final, quand je l'écoute, son client final utilisateur est satisfait. Donc c'est déjà un point positif. Après, oui, on essaie. L'objectif final, c'est toujours d'amener un peu plus de douceur. C'est assez évident. Mais je pense sans être parfait, on est pas mal. Voilà. Sur du Made in France, où en particulier le temps de fabrication coûte plus cher que d'autres destinations, quels sont les axes est-ce qu'il y a des axes d'amélioration qui peuvent être vraiment, je dirais, rendre la maille en particulier peut-être plus compétitive encore? Oui, on peut progresser déjà par l'outil. Tout à l'heure, Xavier en parlait. Aujourd'hui, on a des outils qui vont nous permettre... Jusqu'à présent, lorsqu'on tricotait, on tricotait carrément un rectangle. Donc après, il y a de la coupe et du déchet. De la coupe pour l'encolure et la manchure. Tandis que là, maintenant, quand vous voyez cet exemple, vous comprenez de suite que là, il n'y a pas d'opération de découpe et il n'y a pas d'opération il n'y a pas de déchet. Donc ça, c'est déjà un point positif. On a des machines qui forcément vont de plus en plus vite, donc ça c'est bien. Après, au niveau de la confection, des leviers, non, il n'y en a pas énormément. Mais c'est surtout, l'idée, c'est plus on va faire de choses au tricotage, sachant que le tricotage coûte bien moins cher que la confection. Voilà. Donc l'idée à l'heure actuelle, c'est vraiment d'optimiser le tricotage, et d'où l'investissement. Nous, depuis 3 ans, là, on a investi sur plusieurs machines et aujourd'hui, si on veut rester dans la danse, il faut continuer à investir massivement sur l'outil, ça c'est sûr. Et est-ce que cette amélioration en termes de vitesse, est-ce qu'elle a un impact sur le type de fil que vous pouvez utiliser? Je pense en particulier évidemment aux matières naturelles qui sont peut-être moins filiformes, moins parfaites que des matières synthétiques. Est-ce que c'est un frein pour Alors, vous aujourd'hui? pour l'instant, au niveau des matières naturelles qu'on utilise, effectivement, on peut les tricoter uniquement en jauge 8. En jauge 12, ça passe pas dans les aiguilles, ça c'est sûr. Mais après, en 8, ça se tricote. Le niveau de tricotabilité, il est tout à fait correct et honorable. Ça se passe très bien. Par contre, si on veut... moi, j'ai des stylistes qui m'ont imposé des pulls encore plus fins. Bon, ben là, c'est la limite. Avec les fils qu'on utilise pour l'instant, on passe pas. D'où l'intérêt. Alors après, c'est le travail du filateur. Après, là. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. On va garder un petit peu de temps pour les questions, peut-être, si vous en avez. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Vous parlez de styliste, justement. Quand on vient vous amener une demande particulière, est-ce qu'il y a un travail un peu pédagogique à faire malgré tout, selon les personnes que vous avez en face de vous, pour expliquer ce qui peut être fait ou pas? Oui, effectivement, souvent, des stylistes qui ont des niveaux de compétences sur la maille, il y en a déjà moins, ça c'est sûr. Je ne sais pas, Xavier, à 80%, un styliste, il a une grosse culture chez Netram. Non ? Oui, et il y a eu, alors je vais prendre ma casquette d'enseignant, il y a eu un manque de formation, alors c'est en train de changer, je vais citer là où j'enseigne, la fabrique, où on a une formation maille, l'IFM a ouvert sa formation maille, donc ce sont des formations qui sont en train de revenir, et ça c'est très important, parce qu'il y a eu une époque où il m'est arrivé de rencontrer des stylistes maille qui ne savaient pas ce que c'était qu'une jauge, donc c'est parfois un peu compliqué. Mais pour répondre un peu à votre question, je pense que la mise au point d'un produit, c'est toujours la rencontre d'un styliste et d'un atelier.
Et le travail du styliste, c'est de comprendre les points forts de son atelier, de son industriel tricoteur. Les choses que j'ai faites avec Laurent quand nous avons travaillé ensemble ne sont pas les choses que j'ai faites dans d'autres ateliers. Donc il me semble vraiment primordial pour que ça fonctionne, que le styliste ne reste pas dans sa cage dorée et qu'il puisse comprendre d'abord le parc machine, parce que c'est important de savoir, si Laurent me dit, moi j'ai imaginé un pull jauge 15, mais il me dit, le fil dans lequel vous voulez, non, ça passe pas et c'est en 8. Voilà, il faut déjà pouvoir se rendre accessible à l'atelier qu'on a en face de nous. Et les tricoteurs, chaque tricoteur a des spécificités selon les métiers, évidemment. On a aussi des mains qui sont différentes. Moi, ce que j'aimais beaucoup quand j'ai travaillé avec vous, Laurent, c'est la main. C'était c'est très anecdotique ce que je vais dire, mais les bord-côtes, ils étaient très serrés, ils tenaient bien, ils rentraient bien, ça gondolait pas du tout. Chose que j'avais du mal à obtenir chez d'autres tricoteurs. Donc voilà, il est important, je pense, pour un styliste de connaître l'outil industriel. L'outil, et je rajouterai le fil. On a des exemples, on a des stylistes qui viennent nous voir, qui arrivent de Pitti-Filati. Ils sont enchantés, ils sont tombés amoureux d'un ou deux fils et ils veulent absolument le tricoter, mais non, c'est juste pas possible. Quand je leur explique qu'on va faire un essai de tricotabilité, ils sont déçus, mais ça passe pas. Il y a des fils qui sont très beaux, mais il faut pas les tricoter, non. Ou alors il faut le tricoter avec uniquement des grosses jauges, des jauges 3. Mais eux, à la base, effectivement, ils recherchaient quelque chose de très fin, presque un sous-vêtement. Non. Donc, j'en ai certains qui sont arrivés, ils avaient fait des beaux patchwork en coupé cousu, en chaîne et trame, en me disant « je veux ça ». Ah ben ouais. Il y avait, sur le même panneau, il y avait du structuré, il y avait de l'intarsia, il y avait du jacquard. Et donc là, on fait un cours de base de tricotage, et après on fait le tour des machines pour expliquer ce qu'elle fait pas, et voilà. Après, tout s'apprend, hein, voilà. Mais Laurent, avec les nouvelles machines que vous venez de rentrer, les trameuses et qui peuvent matelasser, donc vous parlez du matelassage, mais ça trame aussi. Donc là, ça offre plein de possibilités, ça ouvre de nouveaux champs. Et je disais, c'est important de connaître les parcs machines parce que voilà, il y a ces nouvelles machines, qui ne sont pas extrêmement récentes, mais qui sont quand même relativement récentes, permettent d'obtenir des choses qui se rapprochent du chaîne et trame. Donc là, ça a ouvert beaucoup de possibilités. Alors ça pose la question de la confection ensuite, puisque si on perd l'élasticité de la maille parce qu'on bloque le fil, parce qu'on le trame, est-ce qu'on est encore dans la maille? Oui, mais voilà, c'est plus la même maille, quoi. On devient de l'hybride. Voilà, exactement. Ouais. Mais c'est intéressant. Juste pour parler encore un peu technique, et là, en ce moment, tout le monde est sur la chaussure. Et donc ces métiers Stoll et Shima, Stoll et Shima sont à fond sur comment tricoter des chaussures, quoi. Donc ça c'est intéressant de voir que la tendance du marché impulse aussi chez les constructeurs des tendances qui suivent. Bonsoir. Donc vous dites le tricotage c'est moins cher que la confection. Donc aujourd'hui, est-ce que pour réussir à essayer d'avoir les prix les plus abordables possibles, on a les capacités de faire des pulls entièrement tricotés? Alors entièrement tricoté, oui, avec la solution tricotage intégral, le Wool Garment de chez Shima par exemple. Mais bon, on peut faire certaines choses qui sont intéressantes, mais on ne peut pas tout faire, hein. On est surtout sur base de jersey. Si on veut faire du structuré en tricotage intégral, ça devient très compliqué. Mais bon, oui, aujourd'hui, je pense que le tricotage intégral, c'est un vrai levier pour continuer à faire des beaux produits à valeur ajoutée en France, ça c'est sûr. Ça fait toutes les jauges? Oh oui, ça part de la 15, ils ont la 12, la 10, ouais, ça monte jusqu'à la 3, ouais, je crois. Ouais. Et c'est des machines que vous avez ou... Alors pour l'instant, c'est une bonne question. Je suis comme un enfant devant un train électrique. Pour l'instant, la machine, je suis en train de faire de la R&D avec le fabricant Shima. Mais bon, je suis un garçon prudent, donc une machine comme ça vaut, c'est des joujoux à 150 000 €. Avec une, on ne va pas faire grand-chose, donc raisonnablement...
raisonnablement, il faudrait les prendre par 3. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire 2 qui produisent en permanence et une qui permet de faire les développements des nouveaux produits en permanence. Voilà. Donc, vous voyez à peu près les investissements. Alors qu'une machine normale, ça va être 50-55 000 euros. Voilà. Je voudrais juste ajouter quelque chose sur le tricotage intégral qui apparaît comme la solution un peu magique du pull qui tombe de la machine tout tricoté, c'est vrai. Ceci étant dit, la programmation de ces métiers est une programmation assistée, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus facile que sur un métier classique. Mais dès qu'on sort de cette programmation assistée, c'est extrêmement compliqué. Donc, programmer en intégral, c'est un métier en soi qui est différent du métier de programmeur classique, je vais dire. Donc, c'est encore un autre volet du tricotage rectiligne. Donc, avec des implications voilà, de savoir-faire, de temps, etc., et de maîtrise de l'outil. Bonsoir. Juste pour savoir en combien de temps vous descendez un pull en intégral, comparé à un jersey normal, comme vous avez montré. Alors, un pull, un jersey normal, on va être... Enfin, comme celui de Slip Français, en fait. Ouais, on va être sur 25 minutes, à peu près. Ouais. Celui-ci, par exemple, à quelques minutes près, on va dire 25 minutes. Si on fait un pull, alors, en tricotage intégral, jauge 8, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas fait d'essai. Pour l'instant, je suis en train de faire des essais en tricotage intégral sur un modèle avec cagoule, mais en jauge 15, donc c'est bien plus long. On est plus sur 60-70 minutes. D'accord. Et vous arrivez donc à gagner entre la fabrication, la confection, plus... en prix, ça reste sur le même type de prix à condition d'avoir un produit à forte valeur ajoutée. Moi, le produit... Alors, c'est marrant, je parle d'un produit que je n'ai pas fait encore, oui, que je ne commercialise pas encore. Pour l'instant, c'est juste de la R&D. C'est un produit qui va passer plusieurs normes, donc qui va passer 4 secondes à 1000 degrés, qui sera très technique. Et l'avantage, ça sera un sous-vêtement donc sans couture. Donc, en termes de confort, ça va être déjà autre chose. Oui, logiquement, on devrait être plus compétitif au final, sachant qu'en plus, moi, dans mon cœur de métier, le côté origine France Garantie, sur certains dossiers, ça pèse. Donc, quand je réponds à un appel d'offres, il y a la partie technique, il y a la partie prix, mais après, il y a la partie RSE, responsabilité sociale et environnementale. Et dedans, ils vont regarder aussi si c'est fabriqué en France et on peut prendre des points là-dessus. Donc, le tout réuni sur un produit technique, on est en train de faire le pari que oui, ça va valoir le coup. Oui. Ouais. Quand vous faites les vêtements techniques, c'est vous qui demandez au filateur de faire l'assemblage des fils ou comment ça se passe là? Oui, alors c'est une bonne question. Lorsqu'on est sur un produit très technique, c'est une communion avec le filateur à la base. Moi, je mets mes objectifs, c'est de passer telle et telle norme. Le feu, l'antistatique, l'arc électrique, par exemple. Et donc après, en fonction des compétences du filateur, et souvent on met dedans le fabricant de fibres. En l'occurrence, je travaille beaucoup avec Nomex ou Lenzing. Et donc c'est là qu'on va décider, on met tant de pourcentage d'une matière, tant de pourcentage d'une autre. Est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'au bout de 5 fibres, ça va... Et comment on fait le fil? Quel rotor? Sachant que on ne réussit jamais au premier coup, mais quand on discute avec un filateur qui a 20-30 ans d'historique, donc c'est toujours intéressant. Mais oui, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Et la chance qu'on a aussi, quand c'est des produits techniques, on a Nomex qui a un Arcman qui va faire des essais, donc qui met des mannequins dans des caissons feu et qui fait des essais pour voir ce que ça donne, avec des mesures. Donc, ce qui veut dire qu'après, quand on part en labo, pour que les produits soient certifiés, on sait exactement ce qu'il en est, quoi. Voilà. Bien, merci. Merci Laurent, merci Xavier. Merci Pascal. Merci à tous. C'était donc le dernier rendez-vous, mais ça n'est pas fini. Si pour ceux qui en ont l'envie, vous pourrez retrouver
toutes ces laines françaises sur le salon Première Vision, sur le stand tricolore dans l'espace Smart Création la semaine prochaine. Vous pourrez également y retrouver le travail de Xavier Brizou, notamment sur l'espace Maison d'Exception. Donc voilà, donc, je vous remercie à tous pour cette soirée. Et puis, je vous invite à venir peut-être poursuivre le débat directement avec nos invités et toucher leurs produits et leurs échantillons. Merci. Merci à vous.